Dernier point, la Syrie. Et là, la Syrie, le dictateur comme Kadhafi ne veut pas dégager, comme tous, sauf que le protecteur n'est pas les États-Unis, le protecteur est la Russie. Et la Russie ne lâche pas Assad. Donc je pense que, vous voyez, pourquoi il y a une guerre comme ça vient de là. Deuxième chose, et alors là, on va bien comprendre, c'est qu'on a fait une grave erreur de diagnostic, en France en particulier, mais en général en Europe, c'est qu'on pense que les révolutions du printemps arabe, d'ailleurs on appelle ça printemps arabe par référence au printemps des peuples de 1848, quand la Révolution française, que Marc nous a raconté un jour avec Louis-Philippe, vous vous souvenez, va déclencher une révolution dans toute l'Europe, des révolutions dans toute l'Europe. On appelait ça le printemps des peuples. Et donc on a appelé ça le printemps arabe. D'ailleurs, une expression de Benoît Méchain dans les années 50 qui avait déjà recyclé cette expression-là. Peu importe. Et là, le printemps des peuples, le printemps arabe, on a cru qu'ils allaient accéder à la démocratie comme nous. C'est-à-dire, même pas la démocratie du 19e siècle, la démocratie telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire une société des individus atomisés. Mais ces pays-là n'en veulent absolument pas. Ils n'en veulent absolument pas pour deux raisons. Un, ils tiennent à leur pays, à leur État. Et deux, ils tiennent à l'islam. Et l'islam est absolument incompatible avec la démocratie, puisque c'est Dieu qui dirige. Et on va le voir tout de suite. Les premiers manifestants que les Occidentaux et les médias français adulent sont très vite balayés par les militants islamistes, comme partout. Souvenez-vous, en Tunisie, ils gagnent les élections, en Égypte, ils gagnent les élections. C'est partout pareil, sauf que là, comme le dictateur se persiste et ne veut pas lâcher le manche, eh ben, il n'y a pas d'élection, donc il y a la guerre. Et la guerre, ça veut dire l'avènement de Daesh, le califat, qui au début va gagner. Pourquoi il va gagner? Parce qu'en vérité, beaucoup de gens, et pas des moindres, veulent dégager Assad. La Turquie, je ne sais pas si vous vous souvenez ces images que Poutine avait montrées de norias de camions qui vendaient le pétrole que vendait Daesh. C'était des camions turcs. Poutine les a montrés à l'écran. À part ça, ils n'étaient pas alliés de Daesh. L'Arabie Saoudite, qui voulait également aider Daesh au départ. Le Qatar. Vous voyez, tous ces gens qui n'étaient pas mécontents. Même les Israéliens, qui n'étaient pas mécontents d'abattre Assad, qui après tout pouvait être un ennemi dangereux. Donc tous ces gens ont objectivement aidé, ou même réellement aidé Daesh. Et donc Daesh va gagner énormément au début. Et vous vous souvenez de cette image extraordinaire, très symbolique, où ils ont détruit la borne de frontière Sykes-Picot entre l'Irak et la Syrie, vous savez, qu'avaient tracé les Français et les Anglais en 1916, si je ne dis pas de bêtises, 1916-1917. Bon. Vous voyez, pour unifier les deux pays. Donc ils gagnaient sur l'Irak, ils gagnaient sur la Syrie. Et à partir de là, en 2013, premier basculement, c'est-à-dire que, vous savez, vous vous souvenez de l'histoire des fameux gaz sarins, on accuse Assad d'avoir balancé des gaz chimiques sur ses adversaires. Accusé de crimes contre l'humanité. Exactement. On n'a jamais prouvé si c'était vrai, mais en tout cas, on l'accuse. François Hollande, président de la République, veut faire comme Nicolas Sarkozy avait fait en Libye. Et donc, il prépare les avions français. Mais Obama, cette fois-ci, refuse son soutien. Obama qui avait accepté le soutien, qui avait donné son soutien à Sarkozy et qui a compris les ravages que cela faisait en Libye et qui a compris l'erreur. Donc maintenant, il ne veut plus refaire la deuxième erreur. Alors, vous savez, vous vous souvenez de mon débat avec Bernard-Henri Lévy. Lui, il considère que l'erreur, elle est là. Moi, je considère que l'erreur, c'était en Libye. Bon. Là, à partir de là, donc, Daesh va gagner. Qui va arrêter Daesh? La Russie de Poutine. Les avions de Poutine. Plus l'intervention au sol du Hezbollah libanais. Enfin, et des troupes iraniennes. Quand je dis Hezbollah, ça veut dire l'Iran, hein, évidemment. Puisque les Hezbollah, c'est les chiites, ce sont les chiites, pardon. Et donc les chiites, c'est l'Iran. Et c'est cette coalition qui va écraser Daesh, qui était l'agent des puissances sunnites, c'est-à-dire Arabie Saoudite. Et les Kurdes dans tout ça? Alors les Kurdes veulent, en opportunistes, comme ils avaient fait en 17 déjà,
profiter du désordre ambiant pour essayer de créer un État kurde. Les Américains, les Français leur disent « mais oui, mes petits amis, allez-y, battez-vous contre Daesh et puis on vous aidera ». Et évidemment, comme d'habitude, comme il y a un siècle d'ailleurs, tout le monde les lâche une fois que la situation est réglée. Et là, vous avez très bien posé une question avec les Kurdes, parce que les Turcs, qui au début étaient avec Daesh, ont soutenu Daesh. Quand ils ont senti le vent tourner, parce que là, ça partait de tous les côtés, là, les Russes écrasaient tout, donc on avait intérêt à se planquer. Même les Américains se retournaient contre Daesh, parce que Daesh a été, si vous voulez, prise par hubris. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des attentats partout. En France, on s'en souvient, en 2015, dans les autres pays, même en Turquie, qui les soutenaient. Les types sont devenus fous, quoi. Et alors là, tout le monde leur est tombé dessus, et ils se sont fait écraser. Donc la Turquie, malin, a dit « mais non, nous, on intervient seulement pour régler le compte au PKK, aux Kurdes ». Vous voyez, comme ça. Et qu'est-ce qu'ont fait les Turcs? Ils ont pris un bout du territoire syrien, la fameuse région d'Idleb, qu'un spécialiste appelle maintenant la nouvelle bande de Gaza, c'est-à-dire que tous les djihadistes sont là-bas, confinés là-bas, puisqu'ils ont été refoulés partout. Là, leur grand État, grand califat islamique s'est effondré, évidemment. Et donc, ils se sont... Et là, les Turcs s'en servent comme milice internationale, c'est-à-dire ils les envoient en Libye, ils les envoient dans le Caucase contre les Arméniens, etc. En fait, cette guerre de Syrie, c'est devenu la guerre d'Espagne de notre époque. Vous savez, l'Espagne, ça a commencé comme ça. Un affrontement, une guerre civile entre les troupes de Franco et les troupes républicaines alliées aux communistes. Et très vite, chacun est allé chercher de l'aide à l'extérieur. Franco a eu l'aide de l'aviation allemande et de l'aviation italienne et des troupes au sol italiennes, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un peu comme les... Vous voyez, les républicains et les communistes ont eu l'alliance, ont eu l'aide de l'aviation russe, soviétique à l'époque. Et donc l'Espagne, c'est exactement la Syrie d'aujourd'hui. Donc c'est le sol espagnol qui a eu le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien là, c'était la même chose. On a eu toutes les puissances internationales qui sont venues là s'affronter. Et la Syrie était devenue le champ de bataille des grandes puissances mondiales qui voulaient régler leur compte, vous voyez, géostratégique. J'ai tellement de questions que je sais. Allez-y, je vous en prie. J'ai envie de vous demander à qui la faute. J'ai envie de vous demander qui sont les gagnants, les perdants, justement. Alors, parce que si vous voulez... c'est plus simple d'aller vers les gagnants et les perdants, parce qu'à qui la faute, c'est très subjectif. Je vous ai dit, quand je débat avec Bernard Lévy, il me dit la faute, c'est Assad qui a massacré sa population. Voilà, sa population. Et moi, je pense que c'est pas Assad. Assad, il a fait son boulot de dictateur, si j'ose dire. Donc, il va pas dire au revoir, merci. Près de 500 000 morts. Ah, mais c'est pas lui, 500 000 morts. C'est pas lui qui a massacré 500 000 morts, c'est la guerre totale. La guerre totale. Mais c'est pas la même chose. Faut pas non plus tout mélanger. Je veux bien que ça soit pas un saint, le Assad, mais enfin, quand même, on s'y est tous mis dans cette 500 000 morts. Indirectement, quand même. Ah non, parce que c'est trop facile. Dans ce cas-là, ceux qui sont responsables, c'est les manifestants qui se révoltent contre le pouvoir légal. Si vous êtes cynique, vous voyez, c'est-à-dire, excusez-moi, on peut être sans fin. Donc là, il y a une tentative de révolution. Le dictateur résiste et tire. Il n'y a pas non plus de crime de guerre contre l'humanité non plus. Mais vous savez, non, ma chère, c'est une question. mais quand je vais être provocateur exprès. Dites-moi. Quand le général Cavaignac, en juin 1948, massacre les ouvriers, ça s'appelle quoi? Expliquez-moi comment ça s'appelle, ça. Il massacre les ouvriers. C'est des milliers de morts. Quand Marc nous a raconté il n'y a pas longtemps la Commune, Thiers et les Versaillais massacrent les communards, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un régime qui ne veut pas succomber à la Révolution. Soit il succombe, ça s'appelle Louis XVI, il se fait guillotiner, soit il succombe pas et il massacre. Dans l'histoire, moi je connais pas trois versions. Bon. Voilà, c'est tout. Ça vous énerve, ça, on dirait. Ah, pas du tout, pas du tout. Je n'aime pas la naïveté. Je n'aime pas vous savez, je n'aime pas l'ingénuité en histoire, ça m'agace. Et je vais vous dire pourquoi, parce que comme disait Pascal, qui fait l'ange fait la bête. Parce que après, ça se paye très cher. Parce que qui a payé ça très cher? Vous allez voir. D'abord la Syrie. Racontez-moi. Vous l'avez dit, 500 000 morts. Oui. 5 millions de déplacés. Merci. Un pays revenu à l'âge de pierre. Oui, voilà, terminé. Bon. 80% de la population plongée dans la pauvreté. Voilà.
plus de tourisme, évidemment, alors que c'est un pays magnifique. Plus il y avait une petite industrie légère, d'après ce que j'ai compris, elle a été ravagée, évidemment. Donc, bref, pays retourné à Néandertal. Assad est un vainqueur. Pourquoi c'est un vainqueur ? Parce qu'il a rétabli son pouvoir dans la Syrie utile. Il a été soutenu par les minorités. Parce qu'en gros, la Syrie, c'est un grand pays, si vous voulez, sunnite, dirigé par des alaouites, qui sont une version du chiisme, dont est Assad. C'est l'inverse en Irak. Grand pays chiite qui était gouverné par un sunnite, Saddam Hussein. Donc vous voyez que c'est des régimes dictatoriaux par la force, puisque si on a la majorité, comme dans ces pays-là, ils ne connaissent pas la vraie démocratie, c'est-à-dire qu'ils ont des réflexes tribaux, et donc ils vont voter avec les chiites ou avec les sunnites, et non pas en fonction d'arguments rationnels et politiques. Donc c'est pas possible autrement, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc Assad était soutenu par ces minorités, alaouites, chrétiens, druzes, et un peu de la bourgeoisie sunnite. Et si vous voulez, lui, il a gagné. Il maintient son pouvoir, il prépare déjà sa réélection, il fait campagne dans le pays utile, dans les régions qui ne sont pas occupées par les djihadistes de Daesh. Mais enfin, il est à la botte de Poutine. Et la présidentielle cet été. Après. Oui, mais il est à la botte de Poutine. J'ai lu que Poutine était venu et qu'il ne s'était même pas déplacé. C'est-à-dire qu'il a dû aller le voir à l'aéroport et qu'il est reparti, quoi. Merci, bonsoir chez vous. Bon, ça... Alors maintenant, les autres vaincus, ce sont les Occidentaux. En particulier les Américains, puisque c'était quand même tout ça sous contrôle américain, mais surtout les Français. Les Français, c'est pour ça que je vous dis, je n'aime pas l'ingénuité et la naïveté. Et la naïveté, c'est parce que les Français ont été absolument lamentables. C'est-à-dire qu'on a eu deux grands ministres des Affaires étrangères qui s'appellent Alain Juppé, il faut les nommer, Alain Juppé et surtout Laurent Fabius, qui ont joué la chute d'Assad au nom des droits de l'homme et qui en fait se sont mis dans la logique de la géostratégie américaine sans avoir aucune distinction, sans faire aucune différence. Je rappelle que Fabius disait que Assad n'était pas membre de l'humanité, qu'il disait en parlant des gens de Daesh, ce sont des gentils rebelles qui font du bon boulot. Alors lui, maintenant, vous dira évidemment qu'il parlait des démocrates qui se manifestaient contre Assad. Seulement, comme les démocrates, il y en avait trois, si vous voulez, ils ont vite été submergés. Hein. Donc voilà. Donc la diplomatie française s'est couverte de ridicule. Ils ont surtout été emprisonnés, en plus, les démocrates. Je ne le fais pas dire. Mais de toute façon, ils auraient été emprisonnés par les islamistes. De toute façon, dans les deux cas, ils avaient perdu d'avance, eux. Donc, c'est pas la peine, ça, c'est le symbole. Et donc, vous dites naïveté et... oui, et naïveté, et en plus soumission à la logique américaine. Ça, c'est vraiment les grands vaincus, ce sont les Français, avec les Occidentaux en général. Les grands vainqueurs, évidemment, les Russes. Qui ont montré, l'efficacité de leur armée, la réorganisation de l'armée par Poutine a été vraiment un succès. Les nouvelles armes, l'efficacité des nouvelles armes, enfin vraiment un grand succès, une grande vitrine pour, on va parler d'exportation d'armes, une grande vitrine pour les armes russes. Les autres vainqueurs, les Iraniens. Les Iraniens qui ont montré avec le Hezbollah qu'ils avaient une milice très redoutable. Et d'ailleurs que les Israéliens redoutent, alors qu'ils ont la meilleure armée de loin de la région. Et, si vous voulez, dernier petit vainqueur qui a tiré son épingle du jeu, les Turcs, qui ont réussi à écrabouiller le PKK, les Kurdes que tout le monde a abandonnés, une fois de plus, et qui prennent une région, vous voyez, de la Syrie. Bon. Mais, si vous voulez, surtout, maintenant, il y a un affrontement de deux blocs. Parce que la guerre continue, à petit niveau, mais elle continue. Il y a, Gilles Kepel a cette expression, c'est très bien, c'est d'un côté, le processus d'Astana, vous savez, c'est les accords à Astana entre les Russes, les Iraniens et les Turcs. Et la Syrie, évidemment, pour soutenir la Syrie. Et en face, on a ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, le Maroc, Israël, et derrière, l'Arabie saoudite. Et on a ces deux blocs, en gros, les Israéliens et les sunnites, contre les Russes et les chiites, avec comme nuance que les Russes et les Israéliens sont en contact permanent pour surtout pas s'affronter.
Mais on a ces blocs-là. Vous voyez, on ne parle plus des États-Unis, on parle encore moins de la France, alors que la France, il ne faut pas oublier, c'est quand même sa zone traditionnelle d'influence. Je vous rappelle que la Syrie est une invention française, comme le Liban. Ce sont d'anciennes mandats mandats français en 18. Donc c'est pas rien. On s'est nous-mêmes expulsés. Merci, messieurs Juppé et Fabius, pour votre brillante organisation et mission.